tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala, barato tira bala, el indio tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala. Y mi machete ya no roce en el monte, y mi machete ya no roce en el monte. No quisiera recordar este momento. Je n'aime pas me souvenir de ce moment. No lo quisiera recordar porque Je n'aime pas m'en souvenir parce qu'à partir de ce moment, desde ese momento, notre vie a changé. desde ese momento la vida para nosotros cambió. Y hoy todavía no Aujourd'hui, je ne entiendo comprends toujours pas pourquoi. Je sais que c'était parce qu'il était syndicaliste. Mais pourquoi ont-ils infligé une mort aussi horrible à Luciano? y esa muerte tan horrible que le dieron a Luciano. Parce que c'était une mort vraiment Fue una terrible. muerte muy terrible. No me dejaron verlo. Ils ne m'ont pas laissé le voir, Fue una tant muerte sa mort a été violente. violenta. Une mort si violente, tellement qu'ils ne m'ont même pas laissé le No me voir. dejaron verlo. Hasta no. Luciano Romero était un travailleur de Nestlé en Colombie. Il était aussi un militant très actif au sein de Sinaltrenal, le principal syndicat colombien de l'agroalimentaire. Le 11 septembre 2005, il est sauvagement assassiné. L'affaire rebondit en Suisse 7 ans après le meurtre. En mars 2012, une plainte est déposée pour homicide involontaire par négligence contre Nestlé. Motif, la multinationale n'aurait pas protégé du danger son employé. Notre stratégie est très simple. Elle est très sereine, très confiante. Nous sommes prêts à coopérer avec l'autorité compétente, où que ce soit, pour mettre au clair les accusations contre nous. C'est dans notre propre intérêt de clarifier complètement cette affaire. Homicide involontaire par négligence, l'accusation est extrêmement grave. Elle est soutenue par un collectif d'avocats basé à Berlin et spécialisé dans la défense des droits humains. À sa tête, Wolfgang Kalek. L'homme n'a pas froid aux yeux. Il s'est déjà mesuré au ministre de la Défense américain Rumsfeld dans l'affaire des tortures en Irak. Pour lui, le cas du meurtre de Luciano Romero est exemplaire et devrait faire jurisprudence. Il place sur le banc des accusés Nestlé et 5 de ses cadres, dont l'emblématique Peter Brabeck, patron de la puissante multinationale au moment des faits. Nestlé est l'une des entreprises les plus importantes d'Europe. Ils se sentent intouchables. Dans leur arrogance, ils ne saisissent pas que ces 10 ou 20 dernières années, il y a eu une évolution dans le domaine des droits de l'homme, ainsi que dans le domaine juridique, qui exige d'eux désormais davantage que seulement en parler lors de jolies conférences ou sur leur site Internet. Nous considérons nécessaire que les multinationales agissent lorsque depuis des années leurs employés, et en particulier leurs employés syndicalisés, sont menacés, lorsqu'il est clair que quelque chose va se passer. Nous avons bien sûr sollicité Nestlé. Après mûre réflexion, ils sont entrés en matière à de très strictes conditions. Les questions et les documents devaient être fournis à l'avance et les tournages se sont déroulés sous haute surveillance. L'entretien principal a eu lieu au siège de la multinationale à Vevey avec Ricardo Cortés Monroy. Il est le chef du service juridique de Nestlé SA et dirige 400 avocats dans le monde entier. D'origine chilienne, il a imposé l'espagnol pour l'interview.
Nous lui avons demandé quelle est la position de Nestlé par rapport à cette plainte. Laissez-moi vous dire avant tout que notre principale préoccupation, c'est la sécurité de tous nos employés. Dans ce contexte, l'accusation dont vous parlez a provoqué chez nous de l'étonnement, de la déception, mais avant tout une grande surprise face au contenu de ces accusations complètement infondées. C'est pourquoi nous la rejetons donc totalement et exprimons notre surprise. Vous avez l'air très confiant. Est-ce que ça signifie pour vous qu'il n'y a aucun souci, le résultat sera forcément favorable? J'ai confiance en la justice. Nestlé a comme principe de gestion corporatif de se soumettre au minimum à la loi des pays où elle est présente. Et comme responsable de la fonction légale, je dis que c'est un principe fonctionnel de faire pleinement confiance aux tribunaux de justice. En Colombie, quelque chose s'est passé. Les tribunaux colombiens ont désigné les auteurs directs, les paramilitaires qui ont assassiné Luciano Romero, et un juge colombien a affirmé qu'il ne suffisait pas de désigner les auteurs directs, mais qu'il fallait aussi déterminer la responsabilité de Nestlé. Nous espérons aujourd'hui aussi que l'opinion publique suisse arrive au point où elle se dise « Ok, jusqu'à un certain stade, nous pouvons accepter le comportement des entreprises, mais il y a des lignes rouges. Et ces lignes rouges, ce sont quand des hommes meurent, quand des hommes sont assassinés, lorsque nos entreprises sont liées à d'extrêmes violations des droits de l'homme, comme en Colombie. » L'accusation contre Nestlé est également signée par un Colombien, Javier Correa. Il est le président de Sinaltrenal, le syndicat de l'agroalimentaire en Colombie, pour lequel Luciano Romero militait lui aussi. Javier et Luciano étaient amis. Ils ont partagé des années de lutte au sein du pays le plus dangereux au monde pour les syndicalistes. L'an dernier, 26 morts, 2 par mois. Et c'est sans compter les disparitions, tortures, attentats ou menaces de mort. Javier Correa doit vivre sous haute protection. Sa situation est telle qu'il ne se déplace jamais sans garde du corps. Un dispositif pris en charge par le gouvernement colombien. En 5 ans, ce sont toutes les menaces de mort que j'ai reçues. Et là, c'est la dernière, le 18 octobre 2012. C'est une menace de mort que j'ai reçue chez moi, à la maison, à Bucaramanga. Le président de Sinaltrenal est en danger, comme Luciano Romero avant son meurtre. Signer l'accusation contre Nestlé pour Javier Correa, c'est tenter de rétablir la vérité. Nestlé est une entreprise qui essaie de projeter une image de propreté, de transparence, de prise de responsabilité importante. Nous estimons que cette image ne coïncide pas avec tout ce qui s'est passé avec les travailleurs, avec le cas de Sinaltrenal. Il fallait montrer comment une entreprise comme Nestlé s'est conduite dans ce cas. Et quoi de mieux que de solliciter la justice du pays d'origine de Nestlé pour déterminer son degré de responsabilité dans l'affaire Luciano. Combien y a-t-il eu de syndicalistes de Nestlé qui sont morts? 15. Il y en a eu 15. 15 de nos camarades ont été assassinés. La dernière fois que c'est arrivé, c'était quand? Le dernier qui a été assassiné, l'un des derniers, c'était Luciano Romero. Il a été assassiné le 11 septembre de l'année 2005. Le soir du 11 septembre 2005, Luciano Romero est contacté par une connaissance. En fait, c'est un piège.
L'homme va l'enlever et le livrer à ses meurtriers. Bâillonné, ligoté, Luciano Romero sera torturé. Son cadavre est découvert le lendemain matin dans un champ, lacéré de 50 coups de couteau. Il faudra plusieurs pages au médecin légiste pour décrire les innombrables lésions. Luciano Romero est mort à 47 ans. Il avait 3 filles, Luisana, Lili et Lina Marcella. Elles sont aujourd'hui âgées de 27, 19 et 18 ans. Une petite fille est née depuis, Luciana, 6 ans. Elle n'a juste pas connu son grand-père, sauf en photo. Grand-papa est au ciel. Grand-papa est au ciel. Je pense que rien ne peut apaiser ma douleur ou celle de mes filles. Nous avons souffert terriblement, mais nous sommes toujours là et nous luttons. Nous allons de l'avant et nous poursuivons la lutte. Luciano n'est plus présent, mais il est dans nos cœurs. Tous les jours, au petit matin, du moins quand on était petite, tous les matins, il nous emmenait à l'école. Tous les midis, on mangeait ensemble. Et tout ça, maintenant, on l'a perdu. Mon père était au centre de ma vie. J'avais confiance en lui. Et de me retrouver seule, sans sa présence, pour moi, c'est vraiment très, très difficile. J'ai affronté dans ma vie des situations très compliquées. Et je crois que s'il était resté avec moi, j'aurais aussi dû les affronter, mais j'aurais eu beaucoup plus de force, beaucoup plus de foi, beaucoup plus d'envie de continuer à avancer et de tout donner, sans défaillir comme cela m'est arrivé si souvent. Tout me manque. Son sourire, ses réprimandes, ses pleurs, sa joie. Être assis ensemble sous ce manguier tous les matins, le voir danser, chanter, tout ça me manque beaucoup. C'est dur, parce que dans le cas de ma sœur, elle a eu beaucoup plus de temps avec lui. Il a assisté à son diplôme, moi non. Le jour de ses 15 ans, moi non. Et ce sont des moments très importants dans la vie d'une personne. Son absence, c'est très, très difficile. Lorsqu'on a besoin de lui, lorsqu'on a envie d'un câlin. Regarde comme il rit. Écoute-le. C'est lui ton grand-papa. Regarde-le. Comme il joue avec la neige en Espagne. Regarde comme il rit. C'était ton grand-papa. Il s'amusait comme un enfant. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a jamais avoué qu'il était menacé. Mais moi, je savais qu'il était menacé parce que je sais qu'ici, en Colombie, aux syndicalistes, il leur arrive toujours du mal. Lui, il ne m'a jamais dit « oui, je suis menacé ». Il ne me l'a jamais dit parce qu'il ne voulait pas que je sois inquiète. Il assurait que rien n'allait se passer. Les assassins de Luciano Romero sont des paramilitaires. Ils ont été identifiés et condamnés. C'est exceptionnel dans une Colombie où règne l'impunité
et qui a connu 40 ans de conflits armés intérieurs causant plus de 70 000 morts. Au départ, les paramilitaires étaient des éleveurs ou des propriétaires terriens qui voulaient se défendre contre la guérilla. Mais petit à petit, ces groupes se sont organisés, se sont alliés aux narcotrafiquants et sont parvenus à infiltrer le pouvoir politique jusqu'à contrôler des régions entières, dont le département du César au nord de la Colombie. Depuis 2006, la Colombie a lancé un programme de démobilisation de ces groupes paramilitaires. L'enjeu est immense. C'est ce que confirme le vice-président de Colombie, lui-même ancien syndicaliste. Il suit de près l'affaire Romero. En Colombie, beaucoup de gens croient qu'en assassinant des syndicalistes, on peut combattre les organisations militaires illégales, dont notamment la guérilla. C'est une erreur politique. Rien, en aucun cas, ne peut justifier l'assassinat de syndicalistes dans notre pays. C'est fatal pour la politique des droits humains. Nestlé a l'obligation morale et éthique de démontrer au monde entier qu'elle n'a rien à voir avec l'assassinat ou la persécution de syndicalistes au sein de son entreprise. Valledupar, la capitale du département du César, une petite ville de 300 000 habitants. C'est ici que le drame s'est déroulé. À l'époque, Valledupar était sous contrôle des paramilitaires. Au centre de la ville se trouve l'usine Nestlé Sicolac, fondée en 1944. Luciano Romero y a travaillé pendant 20 ans. En 2004, Nestlé s'est allié avec une multinationale néo-zélandaise. Elle continue de gérer à part égale cette entreprise qui se nomme désormais DPA. Notre usine est le principal producteur de lait en poudre du marché colombien. De cette usine dépendent environ 7000 personnes. Nous achetons le lait de 1140 éleveurs. 77% d'entre eux sont de petits éleveurs. Donc DPA a une influence, une grande importance pour la région ? Oui, assurément. DPA est une usine d'une grande importance, non seulement pour la région du César, pour Valledupar, mais aussi pour les régions de Magdalena et de la Guajira. L'usine de Valledupar est la plus grande de la municipalité et elle est son principal contributeur fiscal. L'usine est un acteur influent dans la région. En 2001, la convention collective arrive à terme. Il faut renégocier. C'est Luciano Romero qui représente Sinaltrenal. Les discussions s'enveniment. Le syndicat vote la grève, qui sera déclarée illégale par le ministre de l'Emploi colombien. Sur la base de cette résolution, Nestlé va licencier 9 syndicalistes, dont Luciano Romero. Même renvoyé, Luciano Romero ne cesse pas son engagement syndical. Au contraire, il est présent partout, charismatique, meneur de foule. Et surtout, il récolte des témoignages et des documents. Il prépare un dossier pour une grande action contre Nestlé, une action qui se déroulera en Suisse. Il n'ira jamais. Un mois avant, il est sauvagement assassiné. À Sinaltrenal, on analyse froidement la situation. Depuis 1986, 15 syndicalistes de Nestlé ont été abattus. Le cas des assassinats des travailleurs et des ex-travailleurs de Nestlé, selon nous, est une stratégie bien déterminée parce qu'ils ont un caractère systématique. 15 travailleurs de Nestlé assassinés, ce n'est pas quelque chose d'improvisé, y compris la manière dont ils ont été assassinés, avec des sévices et tout le contexte dans lequel ces crimes se sont déroulés. Tout cela fait partie d'une stratégie bien montée. De notre point de vue, c'est intentionnel.
Il était évident que l'entreprise ciblait en permanence les membres de Sinaltrenal, insinuant publiquement qu'ils avaient des liens avec la guérilla. Au moment de la grève organisée par Sinaltrenal en 2002, lors de la renégociation de la convention collective, l'entreprise a dit aux éleveurs que lorsqu'on organiserait la grève, l'entreprise n'allait plus acheter de lait et que peut-être ils allaient même fermer la fabrique de Valledupar. Quand on vous accuse, on vous intente des procès, on vous licencie, on vous qualifie de membre de la guérilla. Toutes ces disqualifications étaient publiques. C'est de cette manière que nous sommes stigmatisés. Et en Colombie, il existe un réseau paramilitaire avec des stratégies anti-guérilla qui désignent les syndicats comme objectifs militaires. C'est ce qui est écrit dans chacune des menaces adressées aux syndicalistes. Et effectivement, dans la plainte déposée en Suisse, plusieurs témoignages soutiennent que ce sont des membres de la direction de Nestlé Sicolac qui auraient désigné Luciano Romero comme membre de la guérilla. Un acte lourd de conséquences dans cette région où, à l'époque, les éleveurs sont pour la plupart des paramilitaires ou leurs alliés. Nous avons interpellé sur ce point Nestlé en Suisse. Est-ce que vous avez vérifié ces allégations ? Bien sûr que nous avons enquêté sur ces allégations. Mais permettez-moi de vous poser une question. Quelles sont ces évidences ? Qui a dit ces allégations ? Parce que c'est très facile de les inventer. Ce sont des accusations extrêmement graves. Et en cherchant les faits profondément, on ne trouve pas de preuve que cette situation se soit passée. Tout cela se déroule dans un contexte de violence systémique, comme celui de la Colombie en 2002. C'est un facteur très important dont il faut tenir compte. Donc pour vous, tous ces témoignages, ce sont des gens qui mentent ? Nous devons tout d'abord savoir à quelle personne spécifique vous vous référez. J'insiste. Ce qui ressort de notre enquête sur ce qui se serait produit dans l'année 2002, c'est que nous n'avons pas trouvé de preuves qui puissent soutenir une accusation aussi grave. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il n'y a pas de preuves, seulement les témoignages de plusieurs syndicalistes. Mais Nestlé avance encore un autre argument. Monsieur Luciano Romero a cessé d'être un travailleur chez Nestlé en septembre 2002. Au moment de sa mort, il n'était plus travailleur de Nestlé depuis 3 ans. Les auteurs de la plainte ne négligent pas ce point. Ils rétorquent que Luciano Romero était employé de Nestlé au moment où les rumeurs sont lancées contre lui et que l'entreprise avait un devoir de le protéger. Et d'écrire « Avec le licenciement, le danger n'a pas disparu, au contraire, il s'est aggravé ». Mais de toute façon, l'avocat allemand rappelle que le juge colombien qui a condamné les meurtriers de Luciano Romero, eh bien ce juge a été bien plus loin. C'est remarquable lorsqu'un juge colombien assure que cela vaut la peine, que c'est nécessaire en tant que juge de chercher aussi les hommes de l'ombre. C'est pour cela que le juge a dit « Il faut maintenant investiguer le rôle de Nestlé ». Et effectivement, le juge Nirio Sanchez mentionne dans son jugement en 2007 qu'il faudra vérifier le rôle éventuel de Nestlé Sicolac dans cet homicide. Si je ne vois pas dans la partie décisionnelle que le juge dit qu'il faut enquêter sur Nestlé, cela veut clairement dire que le juge a analysé cette possibilité, et c'est son devoir, mais que dans la partie décisionnelle, il apparaît convaincu qu'il n'y avait pas à enquêter sur Nestlé. C'est une question qu'il faut poser au magistrat Sanchez. Je ne peux pas répondre sur ce qui l'a motivé ou pas. Moi, je ne peux vous répondre que sur le jugement qui est très clair quant à la décision. Nestlé se trompe. Le juge avait bien l'intention d'enquêter. Il l'a confirmé par la suite publiquement.
Mon nom est José Nirio Sanchez. J'étais juge chargé des crimes spéciaux pour la République de Colombie. J'ai ordonné une investigation contre la direction de Nestlé Sicolac sur sa présumée participation et ou implication dans l'homicide du syndicaliste Luciano Romero. Le juge témoigne devant une commission parlementaire américaine. Cette vidéo, c'est sa dernière apparition publique. Lors de notre enquête en Colombie, nous avons appris qu'il avait été victime d'un attentat et que pour sa sécurité, il a dû quitter le pays sans avoir pu mener à terme son investigation. Cela s'est passé juste après qu'il ait condamné les 2 assassins de Luciano Romero. Pour le meurtre du syndicaliste Luciano Romero, 2 auteurs matériels ont été condamnés à 40 ans de prison et à des peines financières. La victime se préparait à témoigner de la politique de la transnationale Nestlé Sicolac lors de la session du tribunal des peuples en Suisse. Dans des circonstances similaires, 3 autres dirigeants syndicaux du même syndicat et de la même entreprise ont également été assassinés. Leonardo Jaime est l'avocat du syndicat Sinaltrenal et de la famille de Luciano Romero. Lui-même doit prendre de sérieuses précautions pour sa sécurité. Et il connaît bien l'histoire du juge Nirio Sanchez. Que s'est-il passé avec ce juge? Peu de temps après, il a dû quitter le pays. Malheureusement, les fonctionnaires de cette envergure souffrent de ce genre de situation ici en Colombie, quand ils rendent des sentences historiques et quand ils osent toucher des points névralgiques dans l'enquête. Pour remonter à la source, comprendre comment Nestlé se trouve aujourd'hui confronté à une accusation d'homicide involontaire par négligence, nous avons voulu appréhender la place de la multinationale dans un contexte aussi délicat que celui de la Colombie. Nestlé est présente dans le pays depuis près de 70 ans. Elle compte 4 usines qui fabriquent quantité de produits, notamment le chocolat ou les céréales. Nestlé est aussi le premier acheteur et producteur de café du pays. Son deuxième secteur, c'est le lait en poudre et les produits pour enfants. Le PDG de Nestlé Colombie est espagnol. Il s'appelle Manuel Andrés Kornprobst. Nous achetons environ 150 millions de litres de lait par année. Nous avons 2 grands secteurs, l'un au nord du pays, l'autre au sud du pays. Et dans ces 2 secteurs, est-ce que vous êtes leader ? Dans le sud, nous sommes leaders. Nous achetons à plus de 2000 éleveurs, tous des petits éleveurs, c'est-à-dire qu'ils ont environ 7 vaches. Dans le nord, nous sommes également leaders. Est-ce qu'au Valledupar, il y a aussi des petits éleveurs ou c'est plutôt des grands propriétaires? Il y a de tout. À Valledupar, nous commerçons avec 1200 éleveurs, dont 10% sont grands. Les autres sont des petits éleveurs. Aujourd'hui, le département du César est apaisé. Mais il y a quelques années encore, il était au cœur du paramilitarisme, comme l'ont révélé plusieurs retentissants procès d'éleveurs, dont des fournisseurs de l'usine Nestlé Sicolac. Notre enquête à Valledupar l'a confirmé, tout le monde savait absolument tout ce qui se passait, bien avant que la justice ne prononce les premières condamnations. Dans le département du César, le paramilitarisme a tout infiltré, tout l'organigramme des pouvoirs publics et privés. Par exemple, Hernando Molina, ex-gouverneur du César, qui était l'un des fournisseurs de matières premières de Sicolac, a été condamné pour paramilitarisme. Hernando Molina, gouverneur du César de 2004 à 2007, a été condamné pour paramilitarisme en 2010. Riche éleveur de Valledupar, gros fournisseur de lait à Nestlé, c'était un homme puissant. Sur cette photo, on le voit participer à un événement culturel organisé en 2005 par l'usine. À ses côtés, le président de la Colombie de l'époque, Álvaro Uribe Vélez. Absolument tout le monde savait que M. Molina avait des liens avec le paramilitarisme. La décision de la Cour suprême n'est venue que confirmer ça en 2010. Mais les accusations commençaient beaucoup plus tôt.
C'est juste. Pourquoi n'avez-vous pas réagi plus vite par principe de précaution? Nous avons réagi en 2007. On a arrêté d'acheter à M. Molina au moment où il y a eu des preuves crédibles. Mais vous devez comprendre qu'il y a la présomption d'innocence. Il y a ce qui flotte dans l'air ambiant et qui vient de vos ennemis politiques. Mais quand les faits ont été suffisamment prouvés, c'est clair que la présomption d'innocence, un principe de base dans le droit international, cette présomption a cessé d'exister. Dès cet instant, le lien s'est coupé de manière radicale. J'insiste, avec M. Molina en 2007, avec sa famille en 2010. Depuis la Suisse, Stéphane Suner suit ce dossier colombien depuis des années. À la tête de l'association Suisse-Colombie, il est aussi le fondateur de Multiwatch, un collectif d'ONG qui surveille le comportement des multinationales helvétiques. Faire des affaires dans un pays comme la Colombie ne laisse pas libre de responsabilité à une entreprise comme Nestlé. C'est surtout là s'il veut faire des affaires en Colombie, ce qui me semble très bien. Je n'ai aucun problème à qu'il y aurait des entreprises suisses en Colombie. Mais s'ils veulent faire des affaires dans un pays si conflictueux avec des violations des droits humains systématiques, il faut une prudence énorme au moment de faire des affaires. Stéphane Suner a souvent intercédé auprès de Nestlé, remontant jusqu'au patron Peter Brabeck pour tirer la sonnette d'alarme. Sa correspondance concernant les problèmes des syndicalistes colombiens entre 2002 et 2005 est impressionnante. Je pense que ça n'a pas changé réellement les choses au fond. Je sais que notre intervention a provoqué des voyages de Brabeck et d'autres personnes à la Colombie. On ne sait pas en détail ce qu'ils ont fait là, mais aussi du côté du syndicat, on nous a toujours informé que les réponses données par Nestlé face aux menaces qu'ont subies les syndicalistes n'ont pas été suffisantes, et aussi les réponses qu'on a données à nos lettres, par écrit ou par oral, n'étaient pas complètement satisfaisantes. Même on a eu un peu l'impression qu'on était plutôt vu comme quelqu'un qui dérange, et on n'a pas pris très en sérieux nos lettres et on n'a pas pris les mesures nécessaires en Colombie. Monsieur Brabeck a reçu de nombreuses lettres qui lui étaient adressées personnellement. Il a répondu à plusieurs lettres personnellement. Il s'est rendu en Colombie en 2003. Est-ce que concrètement, il a fait quelque chose pour essayer de résoudre ce cas? Assurément. Monsieur Brabeck, à cette époque, était président-directeur général du groupe. Il voyageait en permanence dans plein de pays en raison de ses responsabilités. Il a voyagé en Colombie en 2003 et s'est réuni avec la direction syndicale. Il a rencontré M. Correa et devant de nombreux témoins, il leur a posé la question: croyez-vous vraiment que Nestlé a un lien avec ces crimes et ces menaces? Et la réponse a été non. Monsieur Brabeck est venu en Colombie. Est-ce qu'à cette occasion-là, il a cherché à vous rencontrer? Absolument pas. Nous avons été informés de manière extérieure, mais personne ne nous a communiqué quoi que ce soit directement. Monsieur Correa nous a affirmé que jamais il n'a rencontré Monsieur Brabeck et que Monsieur Brabeck n'a jamais rencontré Sinal Trenal. C'est l'opinion de M. Correa et de Sinal Trenal. Mais M. Brabeck s'est réuni avec les membres du syndicat en 2003 pour cette discussion. Est-ce qu'il a rencontré les membres de Sinal Trenal et M. Correa ou d'autres syndicats? Nous avons plusieurs syndicats dans l'usine. Des membres de Sinal Trenal étaient assurément présents à cette réunion. Nestlé n'aurait peut-être pas rencontré les personnes les plus concernées. Et selon Sinal Trenal, les menaces ont perduré. Nous pensons qu'un autre point a été encore plus déterminant dans la décision d'assassiner Luciano. Parce que Luciano était l'un de nos témoins au tribunal des peuples qui devait juger la conduite de Nestlé en Colombie. Cela devait se passer en octobre 2005, à Berne, en Suisse.
Luciano Romero devait venir à Berne pour témoigner. Il a été assassiné 1 mois avant. Il devait présenter son dossier au tribunal des peuples, un tribunal fictif et public qui juge symboliquement le comportement d'une multinationale. Cette année-là, en 2005, c'est Nestlé qui est sur le banc des accusés. On a toujours essayé de parler avec Nestlé, qu'il fasse quelque chose quand il a des menaces, qu'ils garantissent la sécurité de leurs employés, surtout les syndicalisés. Et là, on n'a pas avancé. Et donc, le tribunal, c'était aussi un mécanisme de pression pour voir si on peut avancer avec Nestlé. Réellement, Luciano a été assassiné parce qu'il était syndicaliste et qu'il allait dénoncer une série de faits ou de situations délicates contre la multinationale Nestlé. Pourquoi l'avocat est-il si catégorique? Il poursuit en justice et c'est actuellement en recours 2 présumés complices des assassins de Luciano Romero, 2 agents du DAS. Le DAS, c'est le département administratif de sécurité, autrement dit, les services secrets colombiens. À la suite d'un monumental scandale d'écoute illégale, le DAS a été perquisitionné en 2008. Cela a permis à Leonardo Jaimes de récupérer des documents confidentiels qui révèlent qu'un groupe spécial, le G3, avait pour seule mission de surveiller le syndicat Sinaltrenal. Ce sont une partie des documents récupérés lors de la perquisition des locaux du DAS. Ce document montre qu'il y a effectivement eu une surveillance du groupe G3. C'est un courrier électronique du 29 mars 2004 d'un citoyen suisse, Stefan Suner, adressé à un défenseur des droits de l'homme, Alirio Uribe. Ce qui attire l'attention dans cet email, ce sont les annotations écrites à la main. Elles indiquent qu'il y a une catégorie intitulée « Syndicat » et dans la partie du bas, il est écrit « Présentation ». Il semble que le G3 faisait des présentations à plusieurs destinataires où ils informaient, faisaient des synthèses analytiques des résultats de leur surveillance. Dans un autre document, dans ce rapport confidentiel du G3, daté du 25 juillet 2005, il est écrit « Organiser une présentation sur le cas Coca-Cola Sinaltrenal pour les fonctionnaires de l'ambassade américaine ». Et nous découvrons effectivement dans le mail aux citoyens suisses le mot « présentation ». Ce qui nous permet d'en déduire qu'ils étaient en train de préparer des présentations, non pas seulement pour le directeur du DAS ou pour le président de la République, mais aussi pour ceux qui pouvaient être intéressés par les informations récoltées, ou bien à l'ambassade, ou bien à l'intéressé final, qui pourrait bien être l'entreprise Nestlé. Est-ce que Nestlé a reçu des informations du DAS concernant Sinaltrenal? Non. Non, nous n'avons pas reçu d'informations du DAS. Est-ce que Nestlé est à l'origine à demander que Sinaltrenal soit surveillé par le DAS? Non, encore moins. Nous rejetons complètement cette accusation. Un autre document montre l'ampleur des connaissances des services secrets. Le DAS savait très bien que le tribunal des peuples allait se tenir en Suisse dans l'année 2005. Nous avons apporté l'ensemble de ces documents à Stefan Suner, dont le nom figure dans le dossier. Il va les découvrir pour la première fois. Alors, dans ce classeur, il y a plusieurs documents qui viennent du groupe G3, qui est un groupe spécial qui surveille Sinaltrenal. Et quelques documents vous concernent directement. Oui, ils savaient tous qu'on est en train de faire. Oui. Et c'est tout qualifié comme secret. On ne savait pas jusqu'à quel point ça s'est allé. Là, on voit que pratiquement tout le monde a eu son courrier intercepté. C'est ça un peu le choquant.
Ah mais ça c'est curieux, hein? Ils ont même su à quelle date le syndicat va envoyer des documents qu'on utilise à la session du tribunal à Berne. Quand vous voyez ça, est-ce que vous avez l'impression qu'ils avaient quelqu'un chez vous qui vous surveillait depuis l'intérieur? C'est pas qui, mais oui, c'est possible. Et effectivement, un email interne à ce fameux groupe G3 laisse penser qu'il y avait des activités d'espionnage physique des services secrets colombiens en Suisse. Au sein du groupe spécial G3, ils avaient désigné des agents en Europe. Je dois préciser que le G3 n'a pas seulement opéré en Colombie. Ils ont franchi les frontières de la Colombie. On a même la certitude qu'ils ont essayé également d'envoyer des agents en Suisse. Pourquoi le G3? Quel est l'intérêt de couvrir cet événement? En quoi cela pouvait-il affecter la sécurité nationale de la Colombie? En quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchaient en couvrant cet événement? Cela a attiré notre attention. Je crois qu'il faut qu'on réalise bien qu'il y avait effectivement des agents financés par les Colombiens, payés par l'argent public de la Colombie pour couvrir cet événement. Ça interpelle de voir ça. Et à l'évidence, ils étaient intéressés par tout ce qui touchait de près ou de loin l'entreprise Nestlé. Bon, je ne suis pas juriste, mais c'est une espèce d'espionnage. Et donc, je ne sais même pas si ça ne serait pas illégal du point de vue de l'État suisse, je ne sais pas. Parce que c'était des agents de la Colombie qui ont espionné des citoyens suisses en Suisse. Donc, je pense vraiment qu'on devrait réfléchir un peu à ça, parce que je sais que dans des autres pays comme le Belgique, ils ont porté plainte contre des fonctionnaires du DAS, justement pour l'espionnage à des citoyens belges. Il faut ajouter qu'en Suisse, un autre scandale a révélé qu'à la même période, le groupe Securitas, pour le compte de Nestlé, a espionné pendant des mois Attaquevaux. La justice suisse a écarté le volet pénal, mais vient de condamner au civil Securitas et Nestlé. Stéphane Suner est inquiet. D'une côté, c'était peu les mêmes années, 2003 à 2005, où il y avait l'espionnage de Nestlé en Suisse avec le groupe Attaquevaux, et ça avait aussi un lien avec des Colombiens qui sont venus en Suisse pour le livre d'Attaquevaux. Et en même temps, nous, à Berne, on était en train de préparer le tribunal des peuples pour octobre 2005, et on ne savait pas s'ils ont peut-être fait le lien entre ce qui a été recueilli ici par Securitas et par le DAS depuis la Colombie. Et donc, je pense que réellement, si les deux choses ont été combinées, ça aurait été vraiment le danger pour les personnes en Colombie. Et cette question qui revient de manière obsédante. ¿A quién le convenía la muerte de Luciano? À qui bénéficie la mort de Luciano? La seule réponse concrète à cette question, qui a donné l'ordre? La réponse se trouve dans le contexte qui a conduit à la mort de Luciano. À qui elle bénéficie? Que dénonçait Luciano? À qui convient la mort d'une personne comme Luciano Enrique Romero? La Fiscalía ha compulsado copias para que se investigue a funcionarios de Nestlé y se determine también su participación en el asesinato del trabajador Luciano Romero, dirigente del Sinaltrainal. Eso ha conllevado que ante la falta de completar justicia en Colombia, en el mes de marzo presentamos una demanda penal ante la Fiscalía en Suiza, donde es originaria la multinacional Nestlé. La Colombie est-elle un cas exceptionnel dû au contexte de violence systématique envers les syndicalistes? Et pourtant, lors de notre enquête, une autre situation a attiré notre attention. Nous sommes aux Philippines. Sur ce cas, soyons clairs, aucune plainte n'a été déposée contre Nestlé.
Mais il s'agit aussi du meurtre d'un syndicaliste, un ex-travailleur de Nestlé, qui s'est opposé à la multinationale en faisant grève. Diosdado Fortuna, surnommé Cafor, était le mari de Luz. Il a été assassiné. De ce drame personnel, Luz en a tiré un engagement sans faille. Elle est aujourd'hui porte-parole de la lutte contre Nestlé au sein du KMU, le plus gros syndicat des Philippines. Je veux qu'à travers moi, tout le monde se souvienne de Cafor. Même si ce n'est pas exactement Cafor, mais seulement son image. Mon témoignage, c'est pour le souvenir de Cafor. Cafor était un travailleur de l'usine de Nestlé à Cabuyao et un leader syndicaliste charismatique. Dans les mois qui ont précédé son assassinat, il se disait surveillé, menacé. À cette époque, il me disait toujours « Sois prête à tout ce qui peut arriver. Sois prête si je ne rentre plus jamais à la maison. » Il me le disait toujours de cette manière-là. Mais je lui répondais que si ça arrivait, je ne l'accepterais pas. Qu'est-ce que je ferais? Et c'est arrivé. I miss my husband very much. Mon mari me manque beaucoup parce qu'il n'était pas seulement mon mari, il était aussi mon ami. Je prie tout le temps et parfois je me dis mais ça ne se réalisera pas. Je me dis qu'un jour il va revenir, mais c'est seulement un rêve. It's only a dream. Je le connaissais personnellement. Nous avons travaillé ensemble pendant longtemps. Alors je le connaissais très bien. Noël Alemania a pris la relève de Cafor à la tête de l'important syndicat philippin KMU qui compte 300 000 membres. Lui aussi est gravement menacé. J'ai eu peur quand il a été tué, parce qu'il était le deuxième président du syndicat de Nestlé Cabuyao à être assassiné pendant notre lutte contre Nestlé. Nestlé aux Philippines, c'est un géant, à l'image de son siège situé dans un quartier privé de la capitale, Mani. La multinationale y est présente depuis 100 ans. Elle détient une puissance qui se résume en un chiffre. Elle est l'un des 5 plus gros contributeurs d'impôts des Philippines. C'est un poids lourd pour ce pays dont la moitié de la population n'a pas de travail fixe et dont le salaire minimum est de 10 francs par jour. John Miller, le PDG de Nestlé Philippines, est anglais. Il est à ce poste depuis 3 ans. Il a conscience de l'ampleur du contraste. Nous travaillons dans ce pays où une grande partie de la population vit avec des revenus relativement bas. Nous nous décrivons comme une compagnie ayant des produits à des prix populaires qui sont très accessibles. Pour nous, être proche du marché est très important. C'est pour ça que nous continuons à investir dans le marché philippin pour être sûr de pouvoir servir au mieux le consommateur philippin. Nestlé possède 5 usines aux Philippines, dont celle de Cabuyao, au centre d'une petite ville de 250 000 habitants. Cafor y a travaillé pendant des années.
C'est certainement une usine significative pour la région de Cabuyao, en termes d'employés et de valeurs que nous apportons à la communauté locale. Et nous sommes certainement le principal contributeur fiscal ici à Cabuyao. Ils veulent avoir une force de travail bon marché, très bon marché et docile. Ils traitent les gens comme des robots. Ils traitent les travailleurs comme leurs produits et pas comme des humains. Ça, c'est Nestlé. Le désaccord est total, comme l'état d'esprit en 2001 lors des négociations au sein de l'usine de Nestlé Cabuyao. Le point d'achoppement alors concerne le plan de retraite. Les ouvriers veulent l'inclure dans la convention collective, comme l'autorise la Cour suprême des Philippines. La direction de Nestlé Cabuyao refuse. Diosdado Fortuna est le meneur syndical. Il lance un préavis de grève, un droit reconnu dans ce pays. Le dialogue est rompu au point que la ministre de l'Emploi de l'époque, Patricia Santo Tomas, se désigne comme arbitre. Au nom de l'intérêt national, elle interdit la grève. Malgré cela, mi-janvier 2002, 600 ouvriers de l'usine sur 800 débrayent. 2 jours plus tard, la ministre de l'Emploi réquisitionne la police et l'armée pour dégager le piquet de grève à la demande de Nestlé. Vous avez absolument raison, nous avons fait la demande. La police est venue sur place pour remplir son devoir civique et appliquer ses propres et stricts règlements. Et ils l'ont fait. Et pourquoi avons-nous demandé cela? En raison d'une inquiétude raisonnable pour la sécurité de tous nos employés, ceux qui ont continué de travailler, et aussi pour ceux qui exercent leur droit de quitter le travail. Bien sûr, nous étions aussi préoccupés que lors des troubles, nos installations ne soient pas endommagées. Ces interventions de la police et de l'armée devant l'usine vont se reproduire à plusieurs reprises. Ça a été une dispersion très sanglante et très brutale. Ils nous ont traités comme des terroristes. Ils nous ont traités comme des criminels. Le syndicat KMU est persuadé que dans toutes ces décisions, interdiction de la grève et recours à l'armée, la ministre de l'Emploi a choisi le camp de la multinationale suisse. Selon son analyse, nous, le syndicat, n'avions pas le droit de faire grève contre la direction de Nestlé parce que, selon elle, l'intérêt national était en jeu. Donc, nous ne pouvions pas poursuivre notre grève contre Nestlé. Pour vous, il s'agit de son interprétation? Oui. Toutes les décisions sont légales, mais selon le syndicat, les relations étroites entre la ministre et Nestlé ne sont pas pour rien dans cette brutale répression. Lors de notre enquête, nous sommes entrés en possession d'une facture payée par Nestlé pour diverses dépenses en faveur de la ministre de l'Emploi des Philippines de l'époque, Patricia Santo Tomas. La facture se monte à près de 9 000 francs. La multinationale lui a offert la location en juin 2002 de 2 véhicules, dont une limousine, pour effectuer un trajet aller-retour Genève-Milan. C'est clairement de la corruption de la part de Nestlé à l'égard de Santo Tomas, pour qu'elle leur soit favorable et non pas aux travailleurs. C'est vraiment de la corruption claire de la part de la direction de Nestlé en faveur de la ministre Santo Tomas, qui a été très soumise à l'égard de la volonté de Nestlé.
Yes, hello, Mrs. Thomas. This is Isabelle Ducret from the Swiss Television. Nous avons contacté l'ex-ministre de l'Emploi, Madame Patricia Santo Tomas, pour avoir sa version des faits. Elle a refusé toute interview et ne se souvient de rien. Elle ne veut pas en discuter et assure à plusieurs reprises n'avoir aucun lien avec Nestlé. You haven't heard anything. You have nothing to do with Nestlé, I understood, yes. Connaissez-vous ce document? Je suis au courant. Prenez-le, s'il vous plaît. Non, non, c'est bon, je suis au courant de ce document. Oui, je connais ce document. Expliquez-nous. J'ai compris que la ministre devait se rendre à une conférence de l'OIT en Suisse. Et nous lui avons proposé de louer un monospace, non seulement pour la ministre, mais aussi pour d'autres personnes de son entourage, pour qu'elle puisse faire le trajet de l'aéroport à la conférence. La facture ne parle pas de trajet vers l'aéroport. Il s'agit d'un Genève-Milan sur un week-end. Nous avons demandé vérification au siège de Vevey avec M. Cortés-Monroy. Le déplacement, c'est Genève-Milan, ça vous confirmez? Je le confirme, oui. Il y a des dépenses pour environ 8 000, un peu plus de, près de 9 000 francs. Vous confirmez aussi? Je confirme. Oui, je le confirme. Est-ce qu'il y a eu d'autres ministres ou d'autres personnalités étrangères qui ont aussi reçu ces faveurs de Nestlé? Je ne peux pas répondre de manière spécifique. Si votre question est « Est-ce que c'était des pratiques courantes, des gestes de courtoisie ou de sécurité ?» Assurément. Aujourd'hui, vous ne faites plus ça? Aujourd'hui, nous ne le faisons plus. Est-ce que c'était parce que ça risquait d'influencer les décisions de ces personnalités par la suite? On va entrer dans une discussion législative. Non. Si votre question est « Est-ce que ça influence les autorités ?» Non. C'est la question de savoir qui prend en charge les frais de certaines personnalités qui sont invitées à des événements. Pour la région de Cabuyao, les conséquences du décret signé par la ministre de l'Emploi ont été considérables. Après 3 semaines de débrayage en raison de leur participation à cette grève interdite, Nestlé a licencié les 600 ouvriers grévistes. 10 ans après, pour nombre d'ex-ouvriers de Nestlé, les conditions de vie sont précaires. Luz, au nom du syndicat, leur rend visite régulièrement. Lui aussi licencié, Cafor n'a pas cessé son engagement militant, comme Luciano Romero en Colombie. Au soir du 22 septembre 2005, Cafor rentre chez lui à moto. Il revient du piquet de grève organisé devant l'usine Nestlé lorsqu'il est pris en chasse par 2 motards. Il est froidement abattu, en plein virage, 2 balles dans le dos. Aucun témoin, aucune enquête sérieuse et donc aucune preuve. Jamais les assassins n'ont été retrouvés. Rien ne permet de relier Nestlé à ce qui s'est passé aux Philippines. Cafor disait, je m'en souviens, je me souviens que Cafor disait toujours, lorsque ses amis l'exhortaient à arrêter parce qu'il pouvait lui arriver quelque chose, il disait, mais non, je ne suis qu'une seule personne. Et si je suis tué, d'autres vont se lever. Pas seulement un, mais des milliers vont se lever, des centaines vont se lever. Quand on regarde l'analogie des dates,
La similitude des schémas jusqu'au meurtre des deux syndicalistes, Cafor et Luciano Romero, tout cela laisse un arrière-goût trouble. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui encore, dans le climat de violence antisyndicale qui règne aux Philippines et en Colombie, oser s'élever contre une multinationale, c'est prendre un risque, le risque de perdre la vie. On ne peut pas faire revivre Luciano, on ne peut pas réparer. Mais au moins que l'on sache la vérité. Pourquoi lui ont-ils fait ça? C'est ça la question qui me taraude. Pourquoi? Pourquoi se sont-ils acharnés contre lui? Dans l'affaire Luciano Romero, ce sera à la justice suisse de prononcer le dernier mot.